J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Quand je compte une fois, c'est Est, Ouest, Ouest, Est. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc oui, je pense 4 ou 5 fois. J'ai fait vraiment, je suis parti de soit New York, soit à Boston parce que j'ai vécu à Boston. J'ai pris la voiture avec un peu d'argent Okay. et j'avais rien devant moi à part la route jusqu'à la côte Pacifique. Est-ce que tu avais le livre de Kerouac dans la poche arrière de ton jean? En fait, c'est drôle parce que la première fois que j'ai fait ça, j'avais 19 ans. Et je suis allé avec 2 potes de ma fac, de Boston University. Et je lisais On the Road. Je voulais être le cliché, le pire cliché. Et c'était parce que un ami avec lequel je faisais ça a lu On the Road. Et il est parti, il voulait venir avec moi un peu grâce à ce livre. Okay. Parce que c'était aussi sa première road trip. Vraiment, road trip, quand on dit vraiment, c'est vraiment longue distance. Parce qu'aux États-Unis, déjà 3 heures, on fait régulièrement, donc on ne compte pas ça comme un vrai road trip. Donc du coup, traverser le continent, c'est la première fois, donc je lisais On the Road. Et donc c'était un peu le cliché la première fois. Non, après j'ai fait plusieurs fois, chaque fois avec des gens différents, soit des amis, soit des ex. C'était ta copine à l'époque? C'était pas déjà une ex quand tu as commencé le road trip? Oui. Heureusement. Et bon, c'est une très bonne façon de savoir si tu devrais rester ensemble. C'est de faire un road trip, de traverser un continent tout seul avec quelqu'un. Et des fois, tu te retrouves dans des endroits tellement paumés et il faut se débrouiller. Il faut être très débrouillard. Des fois, planter une tente au plein milieu de nulle part et bien s'entendre et c'est très intéressant d'avoir fait ça avec des copines aussi. Et chaque fois, j'ai survécu avec... peut-être c'était une source de rupture plus tard. Tu vois, c'était la petite graine qui allait pousser au mauvais herbe plus tard. Quand tu restes moi, j'ai fait ça avec une pote aussi et ça s'est bien passé. Mais en fait, à la fin du voyage, on s'est dit, mais on a été complètement fou de faire ça parce que ça aurait pu partir complètement couille, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on se rend compte de la folie de trucs après. Parce qu'on est dans un truc métallique pendant 8 heures par jour ensemble où on peut pas s'échapper et où si tu te supportes pas, t'es à côté de la personne. Et ironiquement, la personne avec qui ça n'a pas marché, c'était ces 2 amis avec lesquels j'ai fait la première fois. Donc j'ai fait une rupture amicale avec ces deux mecs. Et donc c'était un assez bon ami de la fac avant de partir. Et à la fin, on se supportait plus. Et vraiment, donc après, on n'était plus amis. C'était drôle, hein. Mais avec les copines, ça a toujours bien marché. Bon, écoute, en tout cas, tu as traversé les États-Unis de long en large. Ouais. Parce que donc, ça, c'est un truc, si les gens, là, de toute façon, ça y est, ils ont déjà remarqué, mais t'es américain, du coup. Je suis américain, effectivement. Tout ça pour dire ça, Tout ça pour dire que t'es américain. Du coup, moi, il y a un truc que je voulais savoir. C'est la première fois que je parle américain de ça. Est-ce qu'on a marché sur la Lune ou pas, Seb? Je pense qu'on a marché sur la Lune, mais je pense que le 11 septembre n'est pas ce qu'on dit. Ah oui? Non, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les complots et tout ça. Et donc, je pense marcher sur la Lune. Je pense que oui, mais ça ne m'étonnerait pas du tout si ce n'est pas le cas. Tu vois, si demain, vraiment, on sort au journal, vraiment, en fait, finalement, c'était juste un petit hoax, ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que c'est un comédien américain, je ne sais plus lequel, qui disait que on va aller sur la Lune, c'était plus aller sur la Lune à cette époque, c'était plus un truc de japonais, et que le truc des Américains, ça serait plus on va leur faire croire qu'on allait sur la Lune. Ouais, c'est possible. Et ok, donc c'est vrai que je pense que c'est plus crédible qu'en 1969 Hollywood a juste fait un décor de ouf et filmé quelque chose de ouf, que vraiment envoyer quelqu'un sur la Lune, c'est plus dur. Donc après je trouve ça bizarre qu'il y ait autant de susceptibilité sur le fait qu'on puisse remettre en cause ce fait-là, parce qu'il y a des faits horribles comme le 11 septembre, comme des choses comme ça, où si tu les remets en cause, ça parle de mort, de gens qui sont morts, donc tu peux pas trop remettre en cause ça, et c'est horrible. Mais la Lune, je trouve qu'il y a un côté susceptible des Américains où tu as envie de leur dire, les gars, c'est pas si... En fait, à l'époque, c'était important qu'il y ait la guerre de l'espace avec les Russes, donc je comprends que vous étiez très susceptible à l'époque, c'est ça. Mais maintenant que c'est fini, on peut en parler tranquille, tu sais, on peut vous dire, tu sais, j'ai l'impression que ils se vexent comme si on parlait du 11 septembre, c'est pas la même chose quand même. Là, c'est pas exactement la même chose. C'est 7 acteurs qui ont fait semblant d'aller sur la Lune et 2000 morts, donc on peut rigoler des 7 acteurs quand même, tu vois. Je pense qu'aussi, ça m'étonnerait pas si c'était faux aussi, parce que je pense que c'était Kennedy qui a dit en 62 qu'à la fin de décennie, on va marcher sur la Lune. Et je pense que les gars commençaient à se dire en 68, ah putain, on est en 68. C'est qui en 68, c'est Johnson? C'était Johnson encore.
Gore et qui allait basculer pour être Nixon bientôt, en 68. Et donc, sûrement, ils se sont dit, ah merde, on est presque à la fin de la décennie, on a un peu promis au peuple américain qu'on allait marcher sur la Lune. Donc, en juillet 69, tu vois, 6 mois avant, même pas 5 mois avant la fin de la décennie, ils disent, vous voyez, on l'a fait. Donc, en fait, ouais, je pense que oui, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit complètement faux. Et honnêtement, je m'en bats les couilles. Oui, voilà. Non, mais c'était ça un peu la conclusion. Bon, allez, un petit peu stand-up. De toute façon, moi, en fait, il y a pas mal de questions qui m'ont été inspirées par le livre que tu as écrit, qui s'appelle Les trépidantes aventures d'un Américain en France, par Sébastien Marx, dans la collection First. Si vous voulez choper ça, c'est sur toutes les librairies, etc. C'est ça. Parce que je fais plus de conclusion à la fin, donc je fais un peu de la promo pendant. Et du coup, non, en vrai, je l'ai lu et c'est vraiment tout ton. Enfin, c'est vraiment. T'es dedans, quoi. C'est vraiment un livre. C'est mon parcours depuis 12 ans. Et je m'attendais pas à ce parcours-là. Du tout. Je savais pas que t'avais fait ce parcours-là. Alors, limite, on parlera peut-être de stand-up un peu après. Moi, juste pour parler un peu de ton truc, ton premier souvenir de la France, c'est Gainsbourg qui dit à Whitney Houston I want to fuck you. Et toi, tu dis qu'à 6 ans, t'as appris le mot fuck et la traduction du mot fuck. En même temps. Et c'est ta première vision de la France. Est-ce que, inconsciemment, si on étudie un peu la petite enfance, c'est pas ce jour-là où en fait ça a été écrit que tu passerais ta vie en France plus tard? Peut-être maintenant avec hindsight, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'avec un peu de recul. Oui, peut-être, mais bon, j'exagère aussi. Bien sûr. Toute cette anecdote, c'est vrai que je me souviens d'avoir vu ce truc avec Gainsbourg il y a longtemps, mais est-ce que c'était vraiment la première impression de la France? Tu soulignes qu'après il fume une clope en plus. C'est-à-dire que pour un Américain... Ah non, mais il y avait un côté, et je me souviens, c'était plus quand j'étais ado, un pote à moi qui avait l'histoire de Melody Nelson, qui m'a montré la couverture, tu vois, donc on avait quoi, 16 ans, donc la couverture avec Jane Birkin, avec le chat et tout ça, tu vois, elle est torse nu, mais elle se couvre avec un chat. Je pense que c'est ça. Et mon ami, il s'appelle Woody, m'a montré, il dit, tu vois, mec, ça c'est branché, tu vois, genre, ça c'est, personne a, parce que aux États-Unis, on n'écoute pas du tout la musique française, mais zéro. Et donc, du coup, d'avoir un vinyle d'un album français obscur, c'est branché. Et donc, du coup, c'est un mélange de tout ça. Et après, oui, peut-être c'est écrit que c'est côté rebelle, mais j'exagère un peu, mais quand je voyais Gainsbourg, c'est vraiment le cliché de français qu'on a, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à battre en fait, qui fait ce qu'il veut, il fume sur un plateau et il drague une fille mais c'est pas grave, il est bourré. C'est fou, hein. C'est vraiment notre cliché et c'est un peu, c'est drôle pour nous encore plus parce que Serge est tellement, c'est quoi, vénéré, c'est ça? Ouais, tu peux dire, par les Français. Culte, tu vois, le fait qu'il a brûlé son billet, tu vois, je pense à l'époque sûrement c'était quel connard, mais en même temps c'est quel culot. Tu vois, donc du coup c'est ouh là là. Et non, pour être honnête par rapport à tout ça, c'est le voyage était déjà en moi. Le fait que mes parents sont argentins. Donc je suis américain, mais je me sentais pas non plus 100% américain déjà quand j'étais petit. Le fait d'avoir 2 parents argentins, je voyageais, je suis allé régulièrement à Buenos Aires, donc j'avais toujours déjà ce côté biculture que je voyais déjà les États-Unis avec un œil extérieur, même si j'ai grandi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Le fait d'avoir 2 parents qui ont grandi sous une dictature, je pense que ça me donnait une vision un peu différente. Je pense que n'importe quel fils d'immigrés aux États-Unis voit pas les États-Unis de la même façon qu'un quelqu'un à qui ça fait déjà des générations qu'ils sont là. Surtout que tu en parles, ça c'est vrai que tu t'écris dans le livre que tes grands-parents ont quitté l'Allemagne hitlérienne, tes parents ont quitté l'Argentine de dictature, et sans ironie, mais avec une pointe d'ironie quand même, toi tu quittes les États-Unis de Trump. À quel point c'est similaire ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce que toi tu te vois revenir aux États-Unis ou est-ce que tu considères que Trump, j'en parle tout le temps et ça sera peut-être la dernière fois que j'en parle dans ce podcast, c'est vrai que j'en parle trop. Mais, là c'est toi et je suis obligé d'en parler, quoi. Déjà pour préciser, j'ai quitté en Amérique, les États-Unis sous Bush. Que pour nous, c'était le pire déjà. On a dit non, c'est pas possible d'avoir un président aussi mauvais. Mais non, c'est ça que les États-Unis ont vraiment commencé
T'as raté les années Dès qu'on Obama. met le bar quelque part, on dit non, on peut toujours le pousser plus haut. C'est fou, hein, Ou plus bas. Et donc, du coup, non, j'étais pas pour des raisons politiques. Ouais. Bien sûr, c'était une petite soulagement de dire, OK, je quitte, c'est de brancher, c'était cool de dire, moi, je quitte les États-Unis si c'est Bush. Mais honnêtement, à 23 ans, 24 ans, j'étais pas aussi politiquement engagé. Ouais, et c'était pour suivre une Française. Voilà, ça, c'est fou parce que c'est vraiment, t'y vas en mode, c'est parce que t'as envie de suivre quelqu'un, tu changes de continent et tu vois ce qui se passe, quoi. C'est ça. C'est fou, ça. Et en fait, en parlant de road trip, au début, je pense que j'avais toujours cet esprit de voyage en moi. J'aimais l'aventure. Du coup, cette idée de partir comme je faisais avec un road trip, on ne sait pas où on va. Et tu sais tellement pas où tu vas que tu arrives à Toulouse. J'arrive à Toulouse, qui bien sûr veut dire perdre en anglais. Perdre en anglais. Et donc, j'ai suivi une Française à Toulouse que j'ai rencontrée à New York, sans savoir combien de temps j'allais rester avec elle, combien de temps j'allais rester en France. Bon, déjà, il y avait une limite de 3 mois, et donc au-delà de ces 3 mois, il fallait prendre une décision. Donc, on avait une espèce de CDD de notre relation, parce qu'on a fait déjà 3 mois séparés, après elle a fait 3 mois aux États-Unis, j'ai fait 3 mois en France. Après un moment, on se dit, OK, tiens, est-ce qu'on fait quelque chose ou pas? Et donc, finalement, on s'est dit, OK, on tente le coup. Après le dernier CDD de 3 mois, on s'est mariés pour que je puisse rester. Et après, je pensais rester peut-être un petit temps, quelques mois. Je pensais en fait la convaincre de revenir aux États-Unis. Ok. Et après, là, je suis, comme je dis dans le livre, un nouveau-né. Je me sentais vraiment comme un nouveau-né. D'ailleurs, tu dis que tu as 12 francs, c'est-à-dire 12 années en France. En France, exactement. Et que, ouais, c'est ça. C'est sûr, et puis en plus, donc ce qui te fait quitter Toulouse, c'est la bœuf qui te fait quitter Toulouse. Ouais. Parce que tu as une mésaventure où en fait tu te retrouves face à la police, c'est dans le livre, après il faudra lire le livre, on va pas tout dire du livre. Mais du coup c'est parce que vous faisiez pousser un plan de bœuf dans votre truc et qu'il y a eu toute une galère. Toi qui es américain, encore une fois là-dessus, par rapport à la bœuf, légalisation ou pas? T'en penses quoi de tout ça? Ah, moi je suis complètement pour la légalisation. Okay. Je trouve ça aberrant que c'est pas légal. Okay. Et je trouve que... Pour un Américain qui nous voit nous prendre des cuites à l'alcool ou au vin dans la rue et tout, tu te dis... Et le Français qui fume de la bœuf, hein. Vous fumez beaucoup de bœuf aussi. Pas autant que les Américains, mais je trouve que c'est le plus gros pays consommateur en pourcentage. En Europe, la France. Ouais. En Europe, oui. Ouais. Et donc, du coup, je trouve que la France a une vraie hypocrisie là-dessus. C'est de dire que c'est complètement illégal, tandis que plein d'autres pays en Europe, notamment bien sûr Pays-Bas, mais plein d'autres pays en Europe, genre l'Espagne, où on peut l'utiliser pour des raisons médicales. C'est-à-dire que j'ai l'impression, peut-être j'ai tort, mais que la France n'a pas reconnu le moindre d'avantage du cannabis, ou très peu, par rapport aux autres pays. Et donc, oui, je suis complètement pour la légalisation. Moi, j'ai même fait une vidéo je sais, qui a bien marché, sur d'ailleurs. YouTube, sur parce Facebook. qu'en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on est le plus gros consommateur de cannabis en Europe, et en plus, un des plus gros consommateurs de pilules en Europe. Enfin, juste, en fait, les Français qui ont besoin d'être déconnectés. Voilà, c'est des énormes drogués. des gros. Et moi, quand je suis sur scène et que je dis qui n'a jamais fumé par applaudissement dans la salle, généralement, genre, je suis face à 100 personnes et on entend 2. Ouais. Bon, déjà, il faut savoir que souvent tu joues devant des jeunes. Ouais. Mais je fais ce sketch, un bout de cette vidéo, je fais sur scène aussi. Et moi, les gens qui viennent à mon spectacle, c'est très varié. J'ai vraiment, comme tu as vu, j'ai vraiment des ados de 15 ans jusqu'à 70 ans, vraiment. Et donc, je sens que parler de ça sur scène devant un public, je vois le vieux plutôt âgé, tu vois, des gens qui ont 50 ans, 60 ans, ils sont pas à fond. Et pour eux, c'est vraiment, ils ont grandi. Mais c'est poison. De poison. Tandis que je pense qu'aux États-Unis, les années 60 et 70, c'était beaucoup de drogue aussi. Bien sûr, c'était une révolution politique, mais aussi culturelle et beaucoup sur les drogues. En France, j'ai l'impression que le mai 68, c'était vraiment politique à 95%. Et la libération de substances, c'était beaucoup moins important. On était plus concentrés, les Français. Ouais, c'est ça. Plus bourré, sûrement aussi. Et donc, oui, je trouve que c'est très hypocrite, surtout que l'alcool en France, c'est-à-dire que les lois contre l'alcool et le tabac est très laxiste. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, je vois régulièrement des enfants de 15 ans, et je dis enfants de 15 ans, je souligne enfants, fumer des cigarettes. Et pour moi, c'est beaucoup plus grave qu'un enfant à 15 ans qui fume une fois par semaine un joint. Un joint, mais je ne suis pas médecin. Mais pour quelqu'un qui a fait ça,
je sais qu'il y a beaucoup moins de problèmes. Mais en même temps, je trouve que ça c'est notre aspect de tout ce qui est loi contre les drogues, c'est que je pense que c'est une façon de contrôler le banlieue. C'est-à-dire que c'est une façon, une raison pour laquelle on peut arrêter quelqu'un qui est arabe ou noir c'est avec l'excuse de dire ah oui peut-être. Mais Giuliani il a fait ça à New York à l'époque. Ouais c'est ça. C'est-à-dire que n'importe quel noir à l'époque qui avait un joint, il allait en prison 5 jours quoi. C'est ça. Et oui. Et donc c'est ça qui est très important. Et je pense que les Français ont tort de pas voir la loi contre le cannabis comme quelque chose de politique. Moi, je trouve que c'est très lié à la politique. Et je pense que quand je parle de la légalisation, je trouve que les Français disent « Ouais, c'est un truc juste pour que le jeune puisse fumer ». Non, je pense que c'est une façon de contrôler les gens. J'ai vu un documentaire récemment qui est disponible sur Netflix, où j'ai vu au moins un ou deux, sinon deux. Et il parlait de la source de la loi contre le cannabis aux États-Unis. Ouais. Et c'était contre les Mexicains, en fait. Ouais. Parce que c'est plutôt les Mexicains, les immigrés mexicains qui ont emmené la bœuf avec eux. Et donc, du coup, c'est une façon de contrôler le Mexicain à l'époque. D'arrêter le Mexicain en disant que voilà, non, vous avez cette substance sur vous, il faut aller en prison. Maintenant, il y a un mur, donc il n'y a plus de problème. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est en regardant ce genre de documentaire où j'ai dit, ah oui, en fait, je comprends pourquoi c'est illégal. Ouais. Parce que, honnêtement, comparé au tabac ou l'alcool, c'est moins grave physiquement. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui meurent à cause de l'alcool et il y a plus de gens qui sont accros à l'alcool, accros au tabac, ou même aux de pilules légales, complètement, que la bœuf. Donc pourquoi la bœuf spécifiquement est illégale? Parce que ça va s'arranger. Je vais m'occuper de tout ça, t'inquiète pas. Et du coup, alors ça c'est un autre truc, ça c'est assez marrant. T'arrives en France avec un sac à dos, à Paris pardon, avec une vie qui tient dans un sac à dos un 14 juillet. Ouais. Ça ressemble au pitch d'un film. C'est ça. Tu sais, j'imaginais quand j'ai lu ça, j'imaginais la voix off. Ça c'est moi et j'ai 25 ans et j'ai mon sac à dos de randonnée. Et j'arrive à Paris et c'est le 14 juillet. Tu vois les parades, les machins et tu finis la fin du film, c'est t'es sur un toit avec ton pote en train de regarder le feu d'artifice. Ouais. Et là, ça sera la fin du premier chapitre, je pense. Mais c'est fou quand même. T'arrives un 14 juillet à Paris avec un sac à dos de randonnée, avec ta vie qui tient dedans. C'est un scénario de film un petit peu. Oui, surtout un film de Cédric Clapiche. Quoi. C'est dans ce style-là. Ouais. Et j'ai vécu ça comme ça, parce que c'était la suite de l'aventure. Parce que j'ai vécu plusieurs années à Toulouse. Et donc, du coup, ça n'a pas marché finalement avec cette Toulousaine. Donc, j'étais confronté à une question. Donc, je dis, OK, je suis à Toulouse, j'étais dans la merde, je venais de divorcer, j'avais pas d'argent. Donc, est-ce que je rentre aux États-Unis ou est-ce que je me donne une chance à Paris? Et là, tu te dis que rentrer aux États-Unis, c'est un échec, quoi. C'est ça. Je voulais pas rentrer aux États-Unis en disant, OK, tiens, je viens de passer 4 ans de ma vie en France. OK, bon, j'ai appris la langue française plus ou moins, mais c'est tout. Ouais. Donc, j'avais envie de dire, OK, tiens, je vois très bien que la France est très centralisée à Paris. Je me suis dit, OK, tiens, je me donne un an. Donc, j'avais l'occasion d'être hébergé par un pote. J'avais cette chance-là à Paris. Donc, comme je raconte dans le livre, j'étais vraiment dans une chambre de bonne que j'ai partagée avec ses potes pendant 5 mois, le temps de trouver un appart, qui on sait tous, pas évident à Paris. Non, surtout quand t'as pas de CDI, etc. Justement, c'est un cercle vicieux. Et donc, du coup, donc, un an plus tard, j'avais assez d'indices qui me disaient reste. Ou au moins, je voulais entendre ces indices, tu vois. Oui, bien sûr, non, mais c'est très bien parce qu'après, on va parler du fait que tu es devenu stand-upper parce que quand on me dit est-ce que tu es venu en France pour être humoriste, tu réponds non, je suis humoriste parce que j'habite en France. Ouais. Mais avant d'arriver au passage stand-up, tu as quand même eu une expérience de serveur qui est complètement folle. Ouais. C'est-à-dire que tu es arrivé dans le monde de la restauration et là, tu découvres un monde parallèle. Quoi. Oui, parce que j'ai fait de la restauration aux États-Unis. Quand j'étais à la fac, j'étais un barman dans le meilleur club de Boston à cette époque. Alors ça, on en parlera avec The Comedy. Oui, The Comedy Connection, qui était vraiment un lieu qui fait en gros 450 places, 500 places. Ouais. Et donc, je travaillais là-bas parce que je faisais du stand-up déjà aux États-Unis, mais pas d'une façon professionnelle. C'était juste, j'avais 18-19 ans. Et j'ai commencé à monter sur le plateau déjà à New York avant d'aller à la fac, et aussi à la fac. Et je trouvais un boulot hyper bien en tant que barman. Comme ça, j'ai absorbé le stand-up.
T'as vu Patrice O'Neill faire du stand-up? Mais régulièrement. Mais moi, il que était ça, de j'ai Boston. noté, en fait, parce que t'as dit plein de noms, Stewart, etc., que des noms magiques. Ouais. Mais quand j'ai vu Patrice O'Neill, je l'ai noté en gros parce que moi, pour moi, ce mec-là m'a obsédé. C'est-à-dire que pour moi, c'était un des meilleurs. Enfin, c'était le meilleur. C'est dans mon top 5. Et tu l'as vu en vrai faire du stand-up régulièrement. Oui, et du coup, parce qu'en plus, lui, c'était pas du genre à répéter son matériel tous les jours. C'était du genre, à mon avis, à parler au public normalement, non? Ouais. C'est un mélange. Il a fait un peu de tout. Patrice O'Neill. Alors, allez regarder parce que là, c'est une référence un petit peu précise de stand-up. En tout cas, donc t'étais serveur. Non, mais Patrice O'Neill, moi, quand j'ai lu Patrice O'Neill dans le bouquin, j'ai failli t'appeler. Donc, vraiment, ça m'a rendu ouf. Mais du coup, serveur en France, c'est une expérience. Oui, effectivement. Donc, tout ça pour dire que je travaillais dans la restauration. On a le droit de gueuler sur les gens. Et aux États-Unis, où on gagne beaucoup d'argent. En fait, t'es serveur, t'es barman, surtout barman, tu gagnes de l'argent. Donc, à 21 ans, j'ai gagné, c'était 2200 par mois, en travaillant 20 heures par semaine. Ouais, juste avec les tips. Juste avec le pourboire. En tapant tous ces stand-uppers. Donc, tout ça pour dire que j'avais une vision de la restauration facile. Et comme je dis dans le livre, c'est vraiment les choses qu'on fait quand on peut pas faire autre chose. Tu es serveur, n'importe quel con peut prendre une commande, tu le passes et après tu gagnes bien ta vie. En France, c'est pas du tout comme ça. Au contraire, tu dois vraiment bosser comme un taré et gagner un quart de ce que tu gagnes aux États-Unis. Donc ça, c'était une petite mauvaise nouvelle quand je me suis postulé. J'ai postulé pour un poste de serveur en France. Donc oui, c'était le galère. J'ai fait plein de boulot. Hein. J'étais promeneur de chiens. T'as été promeneur de chiens, c'est pas écrit dans le livre. Pas écrit dans le livre. À Toulouse, non, j'ai donné des cours d'anglais. Ça, j'ai dit. J'étais promeneur de chiens pendant un petit moment. Donc non, Après, ces petits boulots-là sont compensés par le fait que t'as le RSA et la carte vitale en France. C'est ça. Parce que tu te dis, et ça m'a fait marrer que tu le dises noir sur blanc, parce que c'est un truc, j'ai essayé de le dire moi en blague, et ça passe pas du tout quand ça vient d'un Français, parce que ça fait profiteur. Mais il y a un côté assez. C'est que tu dis, je comprends même pas comment tu veux travailler. Enfin, ça sert à rien de travailler, quoi. Oui. Reposez-vous, les gars. Ouais, c'est drôle parce que c'est un passage que j'aimerais commencer à dire sur scène. C'est parce que je trouve que dans ma bouche, justement, c'est mon avantage en tant qu'Américain, je peux dire, ok, j'ai profité du RSA, mais. Évidemment, mais bien sûr. C'est le revenu universel. Mais vous êtes con de ne pas en profiter, tu rigoles. C'est génial. Mais j'étais dans cette situation à Toulouse où vraiment on regardait avec ma femme d'époque. J'ai dit, mais si on travaille, on va gagner, mais littéralement 100 € et que 100 € de plus que si on travaille pas du tout. Mais on sera con de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'avais envie de travailler, mais honnêtement c'était un peu déstabilisant de dire mais je pour bosse un Américain encore plus. Oui, et ce n'est pas que je voulais rester sur RSA pour le reste de ma vie, pas du tout. J'étais très ambitieux, je suis quelqu'un de très ambitieux, mais je me suis dit... Le RSA, c'est un prêt de l'État pour te faire grandir, quoi, sans avoir un petit boulot. C'est ça, en fait, je me suis dit que si j'allais quitter le RSA, ça sera au moins pour faire quelque chose que j'aimerais faire. Mais à l'époque, c'était soit être sur RSA ou soit être serveur dans un bar de merde ou un restaurant de merde. J'ai dit, ok, tant qu'à faire, je reste sur RSA, j'écris un scénario, au moins quand je vais le quitter, je vais faire quelque chose. Et je me suis dit, c'est un peu pour ça qu'il y a ce genre de système de sécurité en France, c'est pour que, idéalement, on s'en sort en faisant quelque chose qu'on aime et qu'on va vraiment faire pour le reste de nos... Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de filet de sécurité du tout. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est-à-dire que tu peux tomber très bas, quoi. En France, tu peux pas tomber. Enfin, c'est vraiment une différence. On a l'impression qu'on est deux pays occidentaux assez similaires. Au final, dans pas mal de. En fait, non, pas du tout à ce niveau-là, quoi. Ouais. Tu peux être dans la merde fort, quoi. Ouais. Après, il y a plus de solidarité et de communauté qui te permettent de t'en sortir, etc. Peut-être, du coup. Oui. Enfin, c'est des mentalités différentes, mais en tout cas, en France, vraiment. Et je pense que c'est ironique parce que je trouve que le fait qu'il y a un système de sécurité en France bien établi, je trouve que face à face, les Français sont moins généreux. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les Français se disent, ok, notre gouvernement s'occupe, c'est leur boulot de s'occuper de tout le monde. Donc, s'il y a un pauvre devant moi, je ne vais pas forcément donner de ma poche. Et tandis qu'aux États-Unis, c'est le contraire. On voit quelqu'un qui galère, on sait très bien que c'est pas le gouvernement qui va s'en occuper. Donc, du coup, on se dit, ok, du coup, c'est à moi. Et même, on voit ça avec, par exemple, les musées. Par exemple, les musées aux États-Unis, les plus grands musées
à New York, par exemple, étaient financés par d'argent privé. Ouais. C'était des millionnaires dans le 19e siècle qui ont donné, genre, un quart de leur truc pour créer le Met aujourd'hui, par exemple. Tandis qu'en France, c'est toujours l'État qui va créer un musée. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir cette différence de mentalité. Du coup, nous, on a un musée Jacques Chirac maintenant. Ouais, voilà. Ouais. Qui n'existerait pas aux États-Unis, quoi. Ouais. Non, mais en même temps... Il y aura peut-être un musée Donald Trump, remarque. Ouais, ça, ouais, je pense pas qu'il va donner son argent. Mais justement, c'était un truc bizarrement, tacitement admis aux États-Unis que si tu deviens millionnaire, ça serait bien de donner une partie de... Le mécénat, ouais. C'est un truc qui est un peu... Ouais. Qui est ironiquement un peu à l'ancienne quand on parle de mécénat. C'est plutôt un truc de l'Europe du XVIe siècle. Quand ça se voit même dans la politique internationale, parce que quand la COP21, les États-Unis sont sortis, oui. En fait, ce qu'a fait Macron, apparemment, c'est qu'il a abandonné directement l'idée de parler avec Trump et il a appelé le gouverneur de Californie un mec riche, Buffett ou Warren Buffett ou je sais pas qui. Warren Buffett. Et en fait, les États-Unis vont donner la même somme d'argent qu'ils auraient dû donner par des fonds publics, mais avec des fonds privés. Et en fait, Macron, il est tout de suite allé chercher des fonds privés en mode bon, bah tant pis, on compte plus sur eux. Est-ce qu'il y a des milliardaires américains qui veulent aider pour la COP21 ? Et ce qui est fou, c'est qu'il y en a. Et il y en a. Et les États-Unis vont remplir leur contrat jusqu'en 2021 de l'argent qu'ils devaient donner, sans l'aide du gouvernement, mais ils sont allés chercher ça. Et du coup, même en côté diplomatique et relations internationales, ils vont chercher des fonds privés, quoi. J'ai trouvé ça incroyable quand j'ai écouté ça. Mais le plus grand donateur du monde en ce moment, c'est Bill Gates. Tu vois, et c'est connu qu'ils font ça. Et il n'y a pas une obligation, bien sûr. Mais bon, en fait, le truc où ils trichent, c'est qu'ils savent très bien que s'ils donnent cet argent, c'est enlevé de leurs impôts. Et donc, s'ils sont malins, ils disent, OK, tant qu'à faire, cet argent, 30% de mon argent va aller quelque part. Donc, tant qu'à faire, au lieu de le donner au gouvernement américain, je préfère donner à une association. Le seul problème, c'est que du coup, il y a moins d'impôts et du coup, vos routes sont pourries. Ça dépend où tu vas. En Floride, j'ai jamais vu des routes aussi pourries. Mais t'as pris les interstates ? J'ai tout pris. Parce que les interstates, ce sont les grosses voies rapides qu'on a, notre voie rapide. Bah oui, on a pris ça parce qu'en fait, on a commencé en passant, on est arrivé à Miami et on a pris une petite route qui longeait la mer et on voulait arriver justement à Daytona Beach, qui est sur ma casquette en ce moment, le soir. Même. Donc tu vois, ça fait quand même, faut longer quasiment toute la Floride et on commence à prendre la petite route 1 pour longer la mer, on trouve ça trop mignon et tout. Et puis au bout d'une heure et demie, on regarde sur le Google Maps où on en est et on voit qu'on a fait 100 mètres. Tu vois, c'est clair. Et on dit non, hop, demi-tour, on prend la voie rapide et on monte, quoi. Et en fait, on a pris la voie rapide et on s'est rendu. C'est pas éclairé, il y a des nids de poules, il y a des voitures sur le côté tous les 200 mètres. C'est ghetto, les États-Unis. Ça dépend où on est, mais ce qui est bien avec les interstates, c'est que tu peux vraiment, pour quelqu'un qui a traversé beaucoup, tu as un système, un réseau qui peut t'emmener de New York à San Francisco sans problème, direct, tu vois, et avec ça tranche les États-Unis partout, c'est un gris sur les États-Unis. Mais oui, bien sûr, il y a des fois, c'est pas éclairé, mais ils ont beaucoup plus de kilomètres à parcourir qu'en France aussi. C'est vrai. Et c'est gratuit. Contrairement à l'autre système d'autoroute en France, où des fois c'est cher, Paris, Lyon, en autoroute, ça te coûte, je sais pas, 15 euros, sinon plus, 20 euros. Aux États-Unis, c'est gratuit. Tu peux aller de New York à San Francisco sans payer le moindre de thunes en prenant la voie rapide. T'as raison, c'est vrai. Ça change aussi beaucoup. Donc oui, peut-être il y a des trous des fois, mais... on va parler de stand-up rapidement, mais avant, il y avait aussi un sujet. Tu parles, t'as tout un chapitre sur le fait que t'es mi-juif. Oui. Et en tout cas, t'as des histoires où tu vas chercher les bougies pour Hanouka, les choses comme ça. Enfin, c'est assez marrant de savoir si tu fais circoncire ton fils ou pas. Enfin, plein de questions qui sont dans ta tête, etc. D'identité, de religion, de choses comme ça. Et tu dis justement que t'es pas juif par rapport à la religion, mais par rapport aux coutumes plus ou moins et par rapport à l'héritage que t'as. Et en plus, tu parles du fait, ça c'est un truc que je savais pas forcément, enfin que j'avais pu identifier grâce au film de Woody Allen ou ce genre de truc, mais qu'en fait être juif à New York, c'est pas une religion entre guillemets, c'est pas très pratiquant, c'est plus une façon, une culture. Et du coup, en France, là, on parle de montée d'antisémitisme, il y a une histoire avec la religion juive qui est compliquée, etc. Est-ce que toi,
t'as déjà ressenti le fait d'être juif en France et que c'était pas bien ou je sais pas quoi, tu vois? Est-ce que personnellement, j'ai jamais vécu le moindre de problème en étant juif. Bon, à part, on va pas mettre dedans le petit commentaire que j'ai pu avoir sur une vidéo YouTube. Ah mais ça compte. Ok, si ça compte, oui. J'ai eu des commentaires, un qui était complètement gratuit et c'était sur une vidéo où je pense que je parle même pas du fait d'être juif. Je pense que c'était une vidéo sur Trump ou chose comme ça. J'avais juste le seul commentaire, sale juif. Ah oui. Bah, direct. Ouais, mais tu vois, direct, mais sans. J'ai essayé. Ce qui était drôle, c'est que je sais que normalement sur YouTube, tu peux demander qu'ils enlèvent un commentaire raciste ou ce que tu veux, offensif. Et j'ai envoyé un message à YouTube et ils n'ont pas enlevé le commentaire. Mais peut-être qu'ils Donc tout ça pour dire que YouTube est antisémite, les gars. Il laisse passer que le commentaire antisémite. Donc non, mais à part ça, non, j'ai jamais eu un problème. Ok. Peut-être c'est parce que je suis pas très pratiquant. Et quand je dis que je suis mi-juif, j'ai quand même grandi avec la culture juive. J'ai fait un bar mitzvah. Et c'est pas qu'un de mes parents est juif et l'autre pas. Mais les deux sont juifs. J'ai grandi. Je pense qu'idéalement pour mon père, qui était le plus pratiquant des deux, si j'étais pratiquant aujourd'hui, il aurait aimé. Ouais. Mais non, c'est vrai qu'un juif new-yorkais, je connais tout mon entourage. On se considère juif, mais quasiment personne va à la synagogue. Okay. Donc c'est quoi? C'est ça qu'on se pose la question. C'est quoi ce truc? On se sent qu'il y a un truc, une espèce de façon d'être, une culture avec laquelle on a grandi, mais c'est pas la religion. Et c'est ça qui est compliqué avec le nom juif. C'est parce que c'est une religion et aussi une culture, comme plein d'autres religions aussi. Mais je trouve que je me sens juif culturel. Donc, pour répondre à ta question, non, j'ai jamais senti le moindre de problème, personnellement, par rapport au fait d'être juif. Et je sais que, oui, il y a plein de gens, plusieurs amis, même à New York, qui me demandent, t'as pas un problème, t'as pas peur d'être un juif en France, parce que, bon, comme n'importe quelle information, on entend le pire dans un pays. Tu vois, c'est comme un ami français qui habite aux États-Unis, tu dis, t'as pas peur d'être... que quelqu'un tire une balle sur toi, parce qu'on entend plein de fusillades aux États-Unis, mais non, la réalité quotidienne n'est pas comme ça. La réalité, après, quand tu es à l'étranger, je comprends, tu lis les livres d'histoire, mine de rien, la Deuxième Guerre mondiale, c'était il y a à peine 60 ans, les mecs, ils doivent se dire, merde, tu vois, genre, c'est pas non plus si loin dans l'histoire. Nous, quand on vit en France, on a l'impression qu'il y a très très longtemps, peut-être trop d'ailleurs, du coup, on s'en détache limite trop, peut-être. Ouais. Mais en fait, pour quelqu'un qui est à l'étranger, qui lit l'histoire immédiate de la France, il y a 60 ans, c'était compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. Et 60 ans, c'est pas il y a si longtemps, quoi. Ouais, mais je pense que c'est aussi parce que, par exemple, Hyper Cacher, tout ça. Oui, bien sûr. On entend des histoires en plus, il y a eu d'autres histoires depuis. Oui, c'est ça. Et aussi le graffiti sur le cimetière juif. Ouais. C'est vrai que ce genre de choses, on entend moins parler aux États-Unis. Et c'est-à-dire quand ça arrive, je sais pas à quel point c'est courant aux États-Unis. Je pense que ça arrive, mais c'est un plus grand pays peut-être que. Ouais, peut-être ça se noie avec plein d'autres. Dans des faits divers. Mais donc c'était quoi la question? C'était juste est-ce que je me sentais agressé ou un problème à un jour? Non, mais voilà, mais du coup. Non, à part ce genre de commentaires sur des vidéos. Et c'est rare, c'est très rare que j'ai eu ce genre de choses. Ok, bah écoute, non, mais c'était pour savoir, parce que comme tu as fait un chapitre dessus, je voulais avoir des choses... Après... Mais je trouve tabou. Je trouve bien plus tabou en France de dire que tu es juif qu'aux États-Unis. Comme j'ai dit, j'ai grandi avec, surtout à New York. Tu dis que tu es juif, tu dis, ouais, alors? Oui, tu es New-Yorkais, quoi, tu vois. En gros, c'est ça. Mais en France, je raconte, et je commence à raconter de plus en plus sur scène, ça, et je vois que je dis que je suis juif, il y a un silence dans la scène. Soit les gens rient, genre... C'est drôle, la formation est drôle. Justement. Ou soit silence total. Et donc, du coup, je dis, c'est intéressant ça. Je vais aller là-bas. Et donc, je trouve quelques vannes aujourd'hui de le dire. J'ai envie de le pousser encore plus. Ouais. Bah ça, c'est une très bonne transition pour le stand-up parce qu'il y a un côté que je trouve très cool dans ce que tu viens de dire. C'est que c'est pas forcément le rire qui est à la base de la vanne, parce que par exemple quand tu dis je suis juif et qu'il rigole, c'est plutôt un truc de c'est bizarre que vous rigoliez. Par contre, si tu sens qu'il y a un malaise, c'est là où tu dis c'est intéressant, je veux aller là. Et c'est sur le malaise que tu veux construire. Et ça, c'est intéressant parce que moi, je fais un peu la différence aujourd'hui entre les rires gratuits où il y a des vannes un peu toutes faites de Twitter, ou des vannes, enfin quand je dis de Twitter, c'est pas forcément qu'à son copier, mais des vannes type Twitter avec nanana chute. Alors que moi, le stand-up qui me touche plus et qui me touche plus aussi, je pense, c'est ce côté, j'ai identifié un malaise,
voyons comment on peut faire rigoler dans ce malaise. Oui. Et du coup, donc le stand-up, toi, comment tu l'abordes? C'est un peu comme ça. Toi, tu as été dans les comedy clubs de Boston au début, New York, etc. C'est ce côté, on est dans une salle et on va essayer de créer de la réaction plutôt que... Enfin, le rire, forcément, mais de la réaction, quoi. Oui, il ne faut pas idéaliser non plus le stand-up américain. J'aimerais préciser ça. Vas-y. Juste pour dire que je suis d'accord que le meilleur stand-uppers sont américains en ce moment, tu vois, mais il faut savoir que c'est le meilleur qui s'exporte, toujours. Quand on parle de séries américaines, quand tu as grandi aux États-Unis, tu vois qu'il y a beaucoup de merde. Beaucoup. Et donc, les stand-uppers aux États-Unis qui sont très forts sont pas forcément ceux qui vont piquer ou c'est tabou. Nos préférés entre toi et moi, tu vois, et la plupart des stand-uppers, nos idoles, c'est souvent ceux qui arrivent à mettre... de faire une blague sur un tabou et s'en sortir et faire une critique sur la société, si tu veux. Mais il y a plein qui sont très connus et des fois encore plus riches, encore plus populaires, qui font des blagues passe-partout et c'est vrai. tu vois, c'est vrai. et donc j'aimerais juste mais t'as raison. dire ça parce que souvent quand je parle de stand-up américain, souvent on parle des meilleurs, mais il faut savoir ce sont des meilleurs. Il y a plein de stand-uppers qui va faire des blagues on a entendu 1000 fois aussi, tu vois, sur les relations homme-femme et de blagues qu'on a déjà vues. Juste d'aimerais, c'est une petite parenthèse. Non, mais tu fais bien parce qu'en plus, j'idéalise pas, c'est juste que pour moi, c'est le pays où cette discipline est née réellement et que du coup, il faut juste s'intéresser. Enfin, ils ont juste plus de stand-uppers à maturité parce que ça fait plus longtemps que ça existe et du coup, c'est pour ça qu'il y a plus de volume aussi. Plus de volume et tout ça. Mais du coup, alors moi, je suis en train de regarder une série que j'avais loupée, enfin que j'avais regardé avec 2 épisodes. C'est I'm Dying Up There qui est produit par Jim Carrey. J'ai pas encore vu. Hein. Et bah dedans, parce que je pense que c'est un truc commun dans la vie de stand-upper, il dit en fait, une fois que tu as choisi cette vie-là, t'es obligé de continuer et d'attendre de voir ce qui se passe plus tard et que de toute façon c'est 15 minutes par soir, tu les attends et tu peux plus changer ça une fois que t'as ça. Et ça corrobore un peu ce que dit Jerry Seinfeld dans une interview que j'ai regardé ce matin avant que t'arrives, où il dit si je suis à une soirée et qu'il y a certains de mes meilleurs amis qui font pas de stand-up ou pas comédien et un comédien qui vient du Danemark que j'ai jamais rencontré, je vais aller vers le comédien qui vient du Danemark parce que il y a un truc que les autres comprennent pas qui est le côté on est des créatures et qu'on a... Est-ce que tu le ressens ça? Oui, parce que je pense qu'on a une espèce en particulier, c'est-à-dire que c'est pas juste artiste, je pense pas qu'on est des artistes, je pense que c'est une espèce de race spéciale de stand-uppers qui est des gens qui cherchent quelque chose. J'ai l'impression qu'on est des chercheurs quelque part, tu vois. On veut creuser, on veut voir ce qui est derrière le visage de la société, tu vois. On dit, tiens, il y a des choses cheloues. On ne croit pas, on est assez sceptique, j'ai l'impression, en règle générale. Hein. Et aussi, des fois... Puis toutes les interactions humaines qui sont plus ou moins vécues directement par les gens, nous, en fait, on met un filtre dessus et du coup, on est là en mode, ok. Donc, je pense qu'il y a un côté manque de confiance, un côté, on est à la recherche d'être aimé. Donc, c'est une espèce bizarre. Hein. Et donc, du coup, oui, je pense qu'il y a un truc qui nous lie. Pas tous, mais il y a une similitude que j'ai. Dans la recherche du rire et dans le côté un petit peu recherche de confiance. Enfin, j'ai fait une comparaison. Hier, j'étais un petit peu dans mes pensées, j'ai écrit un truc. Et en fait, j'ai fait la comparaison entre les gens qui font de la comédie et les politiciens quand ils font des grands meetings. Parce que moi, en fait, j'avais été étonné de voir ces grands meetings politiques remplis alors que les comédiens n'arrivent pas à remplir leur salle et je me dis c'est pas normal. Et en fait on fait à peu près le même métier, c'est-à-dire on cherche à être approuvé, sauf que les politiciens sont tellement sûrs d'eux qu'ils s'en foutent, ils cherchent l'applaudissement avec un côté inspirant et nous comme on n'est pas sûr de nous, on cherche l'applaudissement avec le rire et du coup il y a un côté self-conscious du comédien à côté de l'overconfidence du politique mais qu'au final on cherche la même chose, c'est-à-dire l'approbation et l'applaudissement quoi. Et en fait il y a un côté, je trouve que peut-être que les suiveurs, les comédiens c'est les gens soit les suiveurs qui vont voter pour toi ou soit qui vont te suivre sur Twitter. C'est sûr d'eux pour être inspirant. Et après t'as un Dave Chappelle ou un machin qui devient inspirant / drôle et là là t'as le top quoi. C'est marrant. T'es dans le paradis J'avais fait cette comparaison là. Toi t'as fait des cours de comédie en France et la première fois que tu fais un cours on te donne un texte de quelqu'un d'autre que tu dois répéter. C'est ça. Donc quand je suis monté à Paris la première fois, parce qu'il faut savoir dans tout ce passage là au début 5 premières années en France, mon niveau de français était encore moins bien qu'aujourd'hui, imagine. Hein. Donc du coup, j'avais besoin d'un point de vue extérieur français pour me guider dans tout ce qui était scène. Et donc, j'ai pris le cours de plusieurs petits cours, un au bout,
Le théâtre debout. Le théâtre debout. Et aussi, c'était aussi une comédienne, humoriste qui donnait des cours. Donc, j'ai pris en gros 2 cours et jamais pour très longtemps. Et oui, donc le cours de One Man Show au bout, et je pense qu'ils ont évolué depuis, que le premier jour, j'ai reçu le texte de Muriel Robin. Bon, déjà, on a passé une demi-heure pour faire des exercices de diction. Et après, j'ai reçu le texte de Muriel Robin à mémoriser pour la semaine d'après. Ouais. Je dis, oui, mais je suis là pour faire de l'humour. Non, je veux pas dire que Muriel Robin n'est pas de l'humour. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens moi, je veux faire mon propre truc. Oui, c'est ça. J'ai trouvé, mais à quoi ça sert de monter sur scène avec le texte de quelqu'un d'autre? Et surtout qu'elle l'a pas écrit pour que ça soit théâtralisé, elle l'a écrit pour elle, donc même pour elle, c'est horrible, quoi. Justement. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça bizarre. Mais du coup, c'était un petit indice de comment les Français voient l'humour. Dans le sens que ça vient plus du théâtre, on met plus d'importance sur le jeu, au moins traditionnellement. Et donc, du coup, ce qui était intéressant quand je voyais mes collègues dans ce cours faire des choses, faire rire avec le texte de quelqu'un d'autre, c'était parce qu'ils donnaient une petite intention. Même si les gens connaissaient très bien le texte, ce qui faisait rire les autres camarades de classe, c'était le fait que il a fait un geste qui était drôle, tu vois. Et donc du coup j'ai dit ok, je vois pourquoi c'est intéressant pour le français. Okay. Mais du coup mais en même temps c'était pas du tout quelque chose que je voulais faire. Surtout moi avec mon accent, je vais pas faire croire, je vais pas jouer le sketch de quelqu'un d'autre. Non, ça peut être compliqué. Il fallait parler de c'est quoi ce mec, pourquoi il a un accent, pourquoi il est là, c'est un Américain, qu'est-ce qu'il pense de la France, tu vois. Il y avait des choses trop flagrantes à adresser plus que... Et du coup, tu te lances dans le stand-up et tu prends un micro et au début, c'est plus facile du coup. Ouais, c'est pas facile parce que vraiment, je trouve que la barrière de la langue était toujours là. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que oui, il y avait le côté manque de nuances, tu dis, enfin, tu apprenais tes textes phonétiquement. Phonétiquement, il fallait. Même si c'est moi qui ai écrit le texte, je savais de quoi ça parlait, mais les mots, j'étais pas assez à l'aise et donc c'était un peu... Oui, comme si je récitais un poème quand j'avais 7 ans, quoi. Tu vois, c'était « Ok, maintenant, j'aimerais parler de ça. » Et donc, c'était comme ça. Et j'étais trop dans la diction pour vraiment être naturel et vraiment être à l'aise. Et j'en souffre toujours aujourd'hui, d'une certaine façon. Je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, bien sûr. Mais il y a toujours un filtre. Tu m'as vu en anglais, tu m'as vu en français. Même si je trouve que j'assure en français... Évidemment, je suis encore plus à l'aise en anglais. Normal. Oui, forcément. C'est comme si je cours avec du poids quand je joue en français et après, quand je suis en anglais, j'enlève le poids et je cours normalement. Même si ces poids deviennent de moins en moins lourds aujourd'hui, ou plus en plus forts en français. Tu deviens de plus en plus fort, c'est pas une question de moins en moins lourd. C'est que, mais t'as 3 fois, t'as un spectacle à l'Apollo 3 fois par semaine. Ouais, parce que ça peut être le moment promo du coup du spectacle. Ouais. T'as un spectacle 3 fois par semaine à l'Apollo Théâtre, jeudi, vendredi, samedi. Oui. En français. En français. Donc du coup, ça m'a pris un peu de temps pour comprendre comment rendre quelque chose de drôle en français. Ouais. À trouver des mécanismes dans une langue qui n'est pas la mienne, de aussi trouver des mots. Et des fois, je suis toujours étonné. Des fois, j'écris une vanne, je pense, cette vanne va marcher hyper bien en français, et ça marche pas très bien en français, mais je le fais en anglais, et ça marche mieux en anglais. Je savais pas. Et vice-versa. Je suis toujours étonné. Après, tu dis que tu as découvert le stand-up, enfin que le stand-up, vraiment, toi, quand tu as commencé, il y avait que le Jamel Comedy Club, et ça, c'est assez drôle, j'ai noté dans le bouquin, c'est que t'entends du coup que comment on dit, tu dis que ça ressemble beaucoup à Def Comedy Jam, et que c'est positif parce que ça met en avant des gens qui n'avaient pas la parole et qui aujourd'hui ont la parole, parce que t'entends beaucoup que c'est communautaire et toi qui comprends pas bien la langue, du coup tu penses que communautaire c'est un mot positif. Bien sûr. Parce que c'est positif de voir des gens s'exprimer, c'est positif de voir ça. Et donner une voix à une communauté, c'est plutôt quelque chose comme positif. Alors, au bout de combien de temps, c'est ça que je voulais te poser comme question vis-à-vis de ça, au bout de combien de temps tu comprends que communautaire en fait c'est pas positif? Ouais, ça m'a pris quelques années. Le fait que les Blancs, quand j'entendais le Blanc dire « Oui, Jamel Comedy Club, c'est bien, mais c'est communautaire. » Je dis « il y a le mais, pourquoi tu dis mais? Ouais, c'est ça, ouais. En gros, c'est ça. Et le fait qu'il y avait trop de Blancs qui disaient ça sur des humoristes plutôt arabes ou noirs, je dis « Ok, ça peut pas être positif s'il y a un adjectif que trop de Blancs dit sur le noir et les arabes. » Enfin, on en parlait avec Redouane dans un des podcasts précédents.
Enfin, Redouane qui est très drôle là-dessus, il dit ouais, on nous dit que c'est communautaire, mais moi c'est ma famille, je parle de ma famille, je peux pas vous raconter que j'ai grandi en Bretagne avec des crêpes bretonnes, tu vois, je vais vous raconter ma vie. Ouais, c'est pas communautaire, c'est ma vie, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est aussi un truc intéressant par rapport à la culture française. Américaine, même si on vient de même père fondateur, mais le point de vue est différent. C'est-à-dire que en France, je trouve que pourquoi communautaire est négatif, c'est parce que les Français croient que tout le monde doit être français d'une façon assez rigide de ce point de vue. Tandis qu'aux États-Unis, pourquoi la communauté c'est positif, c'est parce qu'on voit ça comme c'est grâce aux communautés, comme je dis dans le livre, noires, qu'il a eu les mouvements de droits civiques. Ouais. C'est parce que ça vient, on a l'impression qu'aux États-Unis, ça vient des communautés. C'est bien de créer une communauté. On peut être américain tout en étant dans ta propre communauté. Tandis qu'en France, on a l'impression que si tu es dans une communauté, ça veut dire que tu n'es pas français, que tu veux rejeter la culture, la société. Et on voit ça avec toutes les problématiques, polémiques plutôt des voiles. La différence entre les États-Unis et la France est très différente. C'est-à-dire que le fait que les voiles soient interdits dans une école en France, c'est inadmissible aux États-Unis. Parce que pour nous, tu peux pas dire à quelqu'un comment il aimerait être habillé, surtout quand il s'agit de la religion. Mais ça moi, je pense que ça vient... j'avais déjà réfléchi à ce problème et je pense que, en fait, le truc qui se passe aux États-Unis par rapport à la France, c'est que vous avez une constitution. Et vous avez deux côtés démocrates républicains qui ont deux visions différentes de cette constitution, mais vous la défendez tous les deux en fait. Vous avez tous ensemble ce socle commun qui est cette constitution. Oui. Nous en France, on n'a rien sur quoi se rapprocher à part ce grand mot qui est la République. Oui. Mais honnêtement, j'ai lu la mystique républicaine de Peggy, j'ai lu la République de Platon, j'ai lu tout ce qu'on peut lire sur le mot République entre guillemets, parce qu'à un moment donné ce mot-là je le comprenais plus et on le disait à toutes les sauces. Ouais, on est républicain, machin. Quand Sarko il a commencé à dire on s'appelle les républicains, j'ai envie de dire mais gros, tu peux pas exclure toute la gauche avec un mot, tu vois, tu peux pas capturer le mot République et en même temps je savais même pas ce que ça voulait dire. Et en fait je me rends compte que personne sait, et quand on dit la France en fait la base c'est d'être républicain. En fait, c'est bullshit parce que les gens savent même pas ce que ça veut dire. En fait. Oui, c'est la définition. Alors qu'aux États-Unis, vous aviez cette constitution où vous connaissez un peu ce qu'il en retourne, et vous savez que la première phrase c'est on a le droit de dire ce qu'on veut. C'est plutôt pour les démocrates et après on a le droit de vous tirer dessus si on n'est pas content pour les républicains. On fait plaisir à tout le monde. Je sais plus qu'il y avait cette blague incroyable c'est Jim Jeffries quoi, qui dit grâce à votre premier amendement j'ai le droit de dire que votre deuxième amendement c'est de la merde. C'est super. Et du coup voilà, vous avez ce socle commun et pas nous. Et peut-être que ça vient de là, c'est qu'il y a ce côté de merde, on n'a rien en commun, il faut qu'on soit. Et j'ai l'impression que l'idée d'une constitution aux États-Unis, on a l'impression que la Constitution nous protège du gouvernement. Ouais, c'est exactement protège le peuple contre le gouvernement. Tandis qu'en France, c'est créé pour protéger les gens d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est là pour que quelqu'un d'autre ne peut pas t'embêter. Tandis qu'aux États-Unis, c'est pour ça qu'on s'y tient tellement à la loi qui nous défend avec les armes, c'est parce qu'on a toujours l'impression que si le gouvernement enlève les armes au peuple, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que le gouvernement va prendre contrôle de tout. D'où l'importance de l'American Dream. En fait, à la base, le rêve américain, c'est d'être propriétaire d'un bout de... Et personne, un gouvernement ne peut pas me dire comment... C'est ta propriété. Oui, et comment gérer ma vie. Ouais, okay. Combien je pourrais gagner. Par exemple, l'idée qu'en France, après une certaine somme, 50% de ton salaire va à l'État, ou même que tu as une limite de combien tu peux gagner aux États-Unis aussi. Il y a plein de gens qui trouvent ça inadmissible. Parce que comment c'est... Un gouvernement peut dire j'ai la liberté de gagner de milliards si je veux. Tu vois, c'est un état d'esprit un peu différent. C'est un état d'esprit différent, c'est marrant. Et je trouve que bien sûr, il y a des côtés positifs dans chaque côté. Ouais. Ok, bah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Et ça amène à ma question. En fait, je voulais faire une sorte de mini-interview David Letterman, parce que moi c'est mon unique comédie de God, on va dire. Et du coup, si je fais une interview Letterman, la question c'est t'as des enfants ? Oui. Ils ont quel âge ? C'est la question qu'il pose. Oui, 5 et 2. Où en est celle qui a 5 ans ? C'est quoi sa phase en ce moment ? Elle est dernière année de maternelle. Ok, donc bientôt CP. Bientôt CP. Et ça change vraiment très vite, en fait. C'est ça qui est intéressant. Depuis 2 semaines, je ne sais pas pourquoi, elle prend tout ce qui est moquerie très mal. Ah oui ? Tu vois, elle n'était pas comme ça avant. Et donc là, par exemple, on jouait à un jeu de société. Et
c'est très drôle parce que tu as un petit lapin et le lapin doit avancer et des fois ça tombe dans une piège. Et quand c'est moi qui tombe ou sa mère qui tombe dans le piège, elle dit haha, tu vois, et quand ça arrive à elle et on fait exactement la même chose, mais même encore moins grave qu'elle, on se moque encore moins, elle commence à pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre mais on m'a dit, mais tu peux pas pleurer, tu viens de faire ça pareil à nous, il faut apprendre aussi comment perdre. Tu vois, ou au moins être face à ça. Au moins, cette égalité. Donc, je pense qu'elle est en train d'apprendre tout ça en ce moment. Il faut lui apprendre à la dure, il faut lui apprendre comme Louis C.K. quand il fait son sketch sur le Monopoly. Ouais, qui est génial. Mais je vais utiliser tout ton argent pour détruire ta sœur. Parce que tu expliques aussi un truc que j'avais pas forcément conscience, c'est la différence d'éducation entre des parents américains et des parents français, quoi. C'est-à-dire que toi, tu as été l'enfant roi, tu expliques. Et du coup, est-ce que tu es en train d'élever, toi, des enfants rois? Je pense que c'est un mélange Parce que toi, tu sais pas trop dire non et t'as été étonné qu'en France, on mette des barrières. Parce que moi, en fait, quand tu expliques comment ta femme a éduqué, comment elle a éduqué ses enfants par rapport à toi, moi, j'ai ressenti effectivement ce côté très que j'ai eu moi, c'est-à-dire faut être poli, t'as pas le droit de faire ça. Ça, par contre, t'as le droit. Et puis après, donner des cadres, comme tu expliques, elle donne des cadres. Alors que vous, aux États-Unis, c'est plus le côté. Fais ce que tu veux et on va voir ce qui va se passer, quoi. Encore une fois, c'est très cliché. Il faut être nuancé, il y a plein de nuances. Mais il y a cette tendance aujourd'hui aux États-Unis et moi aussi à l'époque. J'ai l'impression que ma mère, c'est plus maternel, hein. Je trouve que ma mère était quelqu'un qui voulait pas me dire non. Et je trouve que c'était plus... Oui, faire ce que tu veux. Et c'est quoi un exemple que je peux donner? Quand je vois ça avec ma femme, je trouve qu'elle ose dire à nos enfants, si on est en pleine conversation, attends, on va finir notre conversation, après on va s'occuper de toi. Tandis qu'aux États-Unis, en général, c'est, ok, si un enfant vient, l'attention doit être plus sur eux. Et le fait que, tout simplement, ma femme, ou même moi aujourd'hui, peut dire à nos enfants qui viennent vers nous, « j'aimerais jouer, il dit « Non, je suis fatigué ». Ça, j'ai entendu moi. Où le fait, il y avait beaucoup de pression. Et donc, le contre-coup, c'est que je trouve que les parents américains, et surtout les mères, se sentent beaucoup de pression d'être très maternels, de donner le sein, de faire cododo. Cododo, ça veut dire dormir avec l'enfant. Tandis que, par exemple, ma femme a grandi autrement, c'est-à-dire elle n'a pas été allaitée. Aucun de ses frères non plus. Toute la famille n'était pas allaitée. Et elle a grandi avec sa propre chambre. Elle n'a jamais dormi avec ses parents. Donc, l'avantage de tout ça, que je trouve assez chouette avec le modèle français, c'est qu'on protège plus les parents en tant que couple, qui est quand même important. Parce que moi, j'ai grandi, j'ai l'impression que mes parents étaient des super parents, mais ils étaient des parents professionnels. C'est-à-dire qu'ils se donnaient plus sur nous qu'à leur couple. Mais peut-être aussi, c'est particulier à ma famille. Peut-être c'est pas comme ça partout. Mais mon expérience, c'était plutôt ça. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très affectueux entre eux, au moins devant nous, comme s'ils devaient cacher leur affection devant nous. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai vu ma mère était plus affectueuse avec moi et mon frère qu'avec son mari. Tandis que ma femme a grandi avec une famille où, au contraire, son père disait régulièrement, ok, tu peux faire tes conneries, mais tu touches pas à ma femme. Tu vois, c'était vraiment un peu... Je protège ma femme avant tout. T'es le deuxième, parce que si moi je garde ma femme, je peux faire d'autres de vous, tu vois, je peux créer d'autres vous. Mais c'est un peu une menace, quoi. Genre, tu vois. Tu peux faire d'autres des comme toi, donc laisse-moi tranquille. Bon, ça prend quoi? Alors, encore une fois, est-ce que c'est culturel ou c'est juste particulier à nos familles, à nous? Je pense qu'il y a un côté culturel quand même. Oui, il y a quand même un aspect, je trouve. Non, mais c'est sûr qu'il y a un côté culturel. Et aussi, un grand truc important là-dessus, c'est... ironiquement, en France, les femmes ont plus de temps pour récupérer de leur grossesse. Mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi une fierté, une pression de retourner au boulot aussi. Et c'est ça, c'est lié avec l'allaitement ou pas. Comment ça s'appelle? Bédentaire, je pense que c'était une femme... Bédentaire. Et donc, elle est... je trouve que cette femme a eu beaucoup d'influence sur pas mal de femmes en France aujourd'hui. Ce côté...
ok, on peut être maman, mais ça veut pas dire qu'on peut pas reprendre le boulot 3 mois après et que le papa doit aussi donner à manger à un autre enfant. Plutôt très bien. Tu vois, il y a, je sais qu'elle était aussi controversée aussi, cette femme, mais je trouve que elle a eu son influence aussi sur la vision de la maternité aujourd'hui en France aussi. Donc. Ok, parce que du coup, c'est le fait d'être papa aujourd'hui, c'est la nouvelle aventure d'un Américain en France, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la parce que nouvelle quand même, en fait, j'ai l'impression en lisant tout ça que en lisant ton bouquin qu'il y a un côté t'as toujours suivi tes impulsions, ton instinct, etc. Et que une aventure c'est une aventure, et puis on passe de New York à Toulouse. Enfin, moi déjà New York, c'est une ville où moi je rêverais d'habiter. Et à quelqu'un qui est new-yorkais et qui choisit de quitter New York, tu sais, genre il y a un côté pourquoi t'es parti, genre c'était New York, etc. Bon, mais après tu dois voir ça souvent, et puis en même temps Paris c'est pas non plus, c'est très très bien, quoi. Mais il y a ce côté t'as toujours suivi tes instincts et tout, et effectivement dans le livre, même quand tu deviens papa, il y a ce côté encore aventure, quoi. C'est pas oh je me pose, c'est une nouvelle aventure. Oui, bon, ça dépend de ton point de vue de la vie. La vie déjà pour moi c'est une aventure, donc ok. même si des fois il y a des jours où je le vis pas comme ça, mais j'essaie de garder cette philosophie. Et donc oui, les enfants, c'est forcément ça te pousse à aller sur un territoire sur lequel tu n'es pas à l'aise. Forcément. Et donc oui, c'est une nouvelle aventure, le fait d'être papa. Et je commence tout juste à faire une petite série sur le fait d'être papa. Justement, voilà, ça c'est le dernier moment promo. Pardon, ok, j'étais pas sûr. Non, justement, c'est bien, c'est le dernier instant promo du podcast. Parce que donc il y a le bouquin dont on a parlé au début, son spectacle dont on a parlé au milieu. Et t'as vu comme c'est structuré, j'ai même pas fait exprès. Ouais, tu vois. Non, vraiment, j'ai pas fait exprès. Et là, il y a le dernier truc où tu lances avec Noman Osni et Callaghan un spectacle qui s'appelle DILF. Dad, I like to fuck. C'est-à-dire, ça vient de MILF. Si vous comprenez pas tout de suite, c'est ça le truc. Moi, je me suis battu pour que ce soit ce nom-là. Merci à toi. Et du coup DILF, et du coup il y a une mini-série qui est reliée avec Noman, à découvrir aussi sur YouTube. Et du coup le fait d'être papa, effectivement, c'est un nouveau plan aussi de ton comédie universe, quoi. C'est ça. Et j'avais déjà un peu quelques vannes sur le fait d'être papa dans mon spectacle. Mais le spectacle, vu que je l'ai écrit il y a quelques années maintenant, je trouve qu'il n'y a pas assez sur le fait d'être papa dans mon spectacle actuel. Je reste toujours plus sur le fait d'être juste tout simplement un Américain en France. Et donc, mais j'ai envie de parler de plus en plus, naturellement, parce que ça fait beaucoup plus de ma vie actuelle. Mais c'est un peu un moyen de préparer ta deuxième heure, en fait, ce spectacle-là aussi. Effectivement. Parce que tu auras une deuxième heure à un moment donné. C'est ça. Wow, je suis en train d'en travailler, oui, c'est sûr. J'ai des vannes sur le fait d'être papa, mais des fois, quand je le fais au Paname, par exemple, devant un public plutôt 25 ans, jeunes, qui sont pas papas, ils vont pas rire, ou ils vont rire, mais de... par identification. Après, le but, c'est de les faire rire quand même à un moment donné, mais c'est sûr que c'est plus difficile. C'est une bonne indication si une blague est vraiment forte, bien sûr, si ça marche partout. Mais est-ce qu'une vanne va encore plus marcher devant un public de papa? Bien sûr, mais je veux... c'est sûr que moi, tu vois, par exemple, un mec que j'aime beaucoup, c'est Paul Chan qui m'a remis les yeux dessus. Je le connaissais un peu avant, mais Todd Barry, que j'ai redécouvert plus là récemment, que je connaissais déjà, mais que j'ai redécouvert récemment, c'est un mec, moi, qui me fait mourir de rire. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il ait son public quand il est sur scène, parce que c'est pas du tout public, quoi. C'est vraiment, il faut rentrer dedans. Il y a des gens qui pourraient trouver ça très chelou. Moi, c'est un truc que je trouve incroyable. Mais effectivement, il faut construire son public à un moment donné. C'est ça. C'est toujours une grande question, je pense, pour nous les humoristes. Est-ce que tu aimerais être tellement un niche que les gens qui te connaissent vraiment, qui sont un peu branchés à ton type d'humour, peuvent te comprendre, ou est-ce qu'ils vont mieux essayer d'inclure tout le monde et faire des blagues qui peuvent faire rire un mec de 20 ans comme un mec de 70 ans. Un bon exemple, c'est Louis C.K. par exemple, par rapport au fait d'être papa. Il m'a beaucoup fait rire sur le fait d'être papa avant que moi j'étais papa. C'est une des premières personnes à dire que le fait d'être papa c'était chiant, quoi. Oui, aussi. Il a fallu le dire, ça. Et c'est ça. Il a débloqué ça dans la tête des gens. Il était honnête avec ce côté. Et donc du coup, ça a fait rire quelqu'un qui n'était même pas papa. Et donc, bien sûr, idéalement, ça sera cool de faire rire n'importe qui. Et oui, il y a quelques vannes que je fais qui font rire tout le monde, ça c'est sûr. Donc oui, de toute façon, c'est une idée de réunir nos blagues et voir si, en tant que 3 papas, est-ce qu'on peut aussi créer quelque chose de nouveau et faire quelque chose ensemble. Écoute, on verra ça, on verra ça quand ça va sortir. Une des dernières choses rapides, mais moi, t'es né au tout début des années 80, je suis né à la toute fin des années 80. Donc, d'accord, en fait, pour être même précis,
la fin des années 70. Hein. Ah, t'es né 79, en juillet 79, donc 5 mois avant la fin de la décennie. Et bah, moi, j'étais on a 10 ans pile. Le marché sur la Lune équivalent, tu vois, juste avant de finir le décennie. Bah, moi, c'est 7 octobre, putain, 5 octobre, je connais même pas la date de naissance. 7 octobre 1989, donc 10 ans d'écart quasiment pile. Ouais. Et moi, il y a un truc dont j'avais déjà parlé, je sais plus avec qui. Avec Paul peut-être bien ou je sais plus qui, mais ce côté de en fait quand t'es comédien vieillir ça te fait moins peur, j'ai l'impression, enfin stand-upper en tout cas, parce qu'il y a ce côté enfin je sais pas trop comment expliquer, que plus tu vieillis meilleur tu vas être de toute façon à un moment donné, si tu te remets vraiment tout en question, t'écris tout le temps, et il y a une attente de vieillir entre guillemets, tu vois, ce côté t'appréhendes mieux les choses, tu comprends mieux ce que tu veux faire, etc. Toi, comment tu vois le fait de vieillir, je te parle scéniquement et même dans la vie en tant que stand-upper, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois. Je pense que ça, en vieillissant, tu t'assumes toi-même plus. Et je me rends compte que, par exemple, j'avais très peur d'avoir 30 ans. Okay. J'avais plus peur d'avoir 30 ans à 29 ans qu'à 30 ans. C'est-à-dire quand j'ai passé la cape et quand j'avais fêté mon anniversaire à 30 ans, j'ai dit « Ah bon ? Rien n'a changé en fait. » Ouais, ça change pas grand-chose. Tu vois, et juste le fait de... J'ai l'impression que je me connais, je connais mes limites, je connais de quoi je suis capable. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas briser et me surprendre, mais en même temps, j'assume moi-même plus. Par exemple, c'est tout con, hein, mais mettre le doigt dans le nez. Ouais. Je me souviens à 10 ans, j'avais honte, tu vois, tout le monde disait « Ah, c'est mauvais. » Et moi, j'ai rien à battre. Tu vois, il y a un côté qui est pas forcément bien, mais un côté, ok, bon, je vais pas passer ma vie de me cacher. Tu vois, j'ai envie de plus en plus d'être moi-même. Et donc, du coup, tu assumes. Et en parlant, j'ai fait un podcast avec Verino et Noman, pile sur la paternité. Et on était tous les trois d'accord que peut-être c'est lié à la paternité ou juste le fait de vieillir, qu'on assume plus. On a moins de peur de dire quelque chose qui va faire polémique, soit sur scène, soit dans une vidéo. Ok, si des gens disent « Ah, t'es un connard parce que t'as dit ça. » T'en branles, ouais. C'est pas que... Oui, au moins ça nous touche moi. Ça veut pas dire qu'il faut être fermé. Oui, bien sûr. Si quelqu'un dit « Tu m'as offensé parce que... » Moi, dans un monde parfait, il y aurait, moi, de toute façon, dans un monde parfait, ce que j'aimerais, c'est réussir suffisamment pour pouvoir quitter les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Parce que justement, sur le fait de vieillir, moi, j'ai un problème aujourd'hui, c'est que je suis dans une stade intermédiaire où, en fait, quand je me couche à 3h du matin, parce que je me couche vers 2-3h du matin, je suis énervé de me coucher si tard, et je me sens comme un sale jeune. Et et quand je me lève à 9h, enfin, je suis un adulte le matin et je suis un enfant le soir, tu vois, et je sais pas trop comment faire. Parce que j'aimerais pouvoir me lever à 9h, mais j'aimerais pouvoir me coucher à 3h, j'aimerais pouvoir être célibataire toute ma vie, mais j'aimerais bien trouver enfin quelqu'un avec qui me poser. Et en fait, effectivement, j'ai l'impression d'être dans un stade intermédiaire du processus de vieillissement. C'est pour ça que je te parle de ça mais ça va venir naturellement, je pense. Ouais, je pense que tu trouves ton truc. En fait, aussi, tu vois qu'il y a des limites en vieillissant. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que tu assumes, tu choisis tes limites. C'est-à-dire que moi, j'ai des contraintes dans la vie. Je suis avec une femme, j'ai des enfants, donc j'ai des contraintes. Je ne suis pas libre comme quand j'avais 21 ans et j'ai pris la voiture pour traverser les États-Unis. Donc, mais j'ai d'autres contraintes. J'avais d'autres contraintes. Aujourd'hui, j'ai toujours des contraintes, mais ailleurs. Mais j'ai choisi ces contraintes. Et donc, je trouve que quelque part, j'ai une liberté dans la contrainte. Dans la contrainte. Parce que je sais que moi, je les ai choisis. C'est à moi, ça me correspond. C'est le but du truc, que les gens qui veulent être libres à tout prix, je pense qu'il y a deux façons de l'être, mais il y en a une, c'est accepter la réalité et dans ces contraintes-là, te sentir libre. C'est ça qui est la clé. Et là-dedans, je vois que je suis libre aussi. Okay. Oui, tu vois, je peux faire ce que je veux aussi. C'est ça qui est intéressant. Écoute, c'est une super vision pour moi, pour l'avenir. Et du coup, comment on finit un podcast? Alors, comme je fais plus de conclusion, il y a un dernier truc. C'est si vous avez écouté jusqu'au bout et qu'on en est là. Oui. Les gens, faut qu'ils mettent 5 étoiles sur les applications de podcast. On est d'accord. Ça, c'est un truc. Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'était magnifique. Faites-le. Et après, comment on finit un podcast, toi, qu'en as un depuis plus longtemps que moi? Comment tu finis ça? Donc voilà quoi. Alors donc voilà quoi. Je crois qu'après